Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue aux Vraies Affaires, cet épisode du 11 avril 2014, ce retour d'élection. Vous comprendrez qu'on va parler beaucoup de ça, mais on a peut-être d'autres petits sujets en terminant la capsule. Dis-moi, comment as-tu vécu ta soirée électorale? Commençons par ça, tu sais. Ben, je l'ai pas full je l'ai quand même regardé quand je suis revenu, mais j'ai vraiment pas été surpris. L'espèce de... Là, tu vas me dire que c'est pas vraiment excellent comme prédiction, mais disons que la prédiction que j'avais faite il y a une semaine avant dans ma tête a vraiment été ce qu'on a obtenu, là. Je me suis dit, Québec solidaire a les chances d'avoir un autre comté à Montréal. La CAQ va performer plus que le monde pense. Va performer au maximum statistiquement possible pour la CAQ. Le PQ va s'écrouler puis les libéraux vont rentrer majoritaires. C'est ça qui est arrivé. Au dernier épisode, tu avais dit minoritaire libéraux, par contre. Sérieusement? Ouais, tu avais dit les minoritaires. Moi, je disais PQ minoritaire. Moi, je me suis fourvoyé complètement. Mais je disais qu'on disait la même chose parce que tu étais PLQ minoritaire aussi. Ouais, mais en fait, c'est je pense que le raisonnement que j'avais fait de ça, c'était plus l'espèce de split de vote qui allait peut-être avoir, justement, qui allait peut-être plus nuire aux libéraux que ça l'a vraiment été. Mais disons, la principale prédiction que j'avais, c'était vraiment plutôt la montée de la CAQ et la descente du PQ. Mais rendu là, le split de vote ça aurait pu peut-être éventuellement amener un gouvernement minoritaire, mais je suis pas vraiment surpris, là. Non, mais parlons-en, donc justement, essentiellement, les deux choses qu'on peut retenir de cette campagne-là, de cette élection-là, parce qu'on parle plus de la campagne, on parle du résultat comme tel, c'est effectivement ça, la performance de la CAQ et aussi, marginalement, la performance de Québec solidaire, qui est non négligeable, et la chute du PQ. Et la non-performance. Tu veux commencer par lequel des deux? Je pense que on va commencer par le plus simple. Québec solidaire, je veux dire... Québec solidaire a fait une augmentation de 50% de la représentativité à l'Assemblée nationale, passé de 2 à 3, ce qui est vraiment excellent. Donc là, si tu regardes la carte électorale du Québec, ils ont l'est du centre-ville de Montréal, solidement. 3 comtés, un à côté de l'autre. Un à côté de l'autre, exactement. Sainte-Marie-Saint-Jacques, Mercier et Gouin. Oui. Et dans le fond, je veux dire, c'est ça que Québec solidaire peut avoir. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, il y a beaucoup de choses qui paraissent présentement par rapport au mode de scrutin au Québec parce que même si, bon, on le disait tantôt, c'est peut-être pas la pire élection en termes de différence de résultats entre le vote populaire et le nombre de députés, mais c'est quand même une élection qui a illustré encore les incohérences qui peuvent venir à partir de ce mode de scrutin-là. Puis il y a beaucoup de gens qui parlent de la proportionnelle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui sont pour Québec solidaire parce que ça aurait fait une différence. Ils calculaient qu'ils auraient eu 9 députés s'il y avait la proportionnelle. Donc c'est quand même l'accomplissement du fait que Québec solidaire est une force politique au Québec avec laquelle il faut composer. C'est vrai, mais tu sais, tu peux chialer sur les règles du jeu tant que tu veux. Tu joues quand même au jeu. Non, je suis d'accord. Mais même si c'est pas ça qui est arrivé, puis même si c'est pas une raison de militer en faveur que ça arrive, la réalité... QS monte et QS fait élire des gens de manière maintenant reproductible. C'est ça. En fait, la meilleure façon de l'exprimer, c'est entre autres, tu sais, Québec solidaire, au débat, il n'y a plus personne qui va remettre ça en question. Non, c'est ça. Puis il était une époque où ça l'était, oui, mais maintenant, il n'y a plus personne. Non. C'est excellent. Et Québec solidaire avait surtout des interventions, vu qu'ils n'ont pas énormément de temps à l'Assemblée nationale, se concentrer à faire des interventions qui allaient avoir des effets, proposer des trucs intéressants. Je pense qu'avec le peu de temps qu'il y avait à l'Assemblée nationale, ils réussissaient à avoir un impact, ils réussissaient à amener le débat quelque part d'autre. Donc, je veux dire, mon chapeau. Et je le souhaite tout le bien du monde à ces gentilles personnes. Si on passe à la CAQ maintenant... Oui, c'est ça que j'allais dire. L'autre partie de second ordre. C'est retour des cendres au début écoute, le milieu de la campagne. La CAQ, toi puis moi, était comme, ça va être genre, ils vont avoir 5 députés, là, ça va être catastrophique. Mais finalement, à partir justement du deuxième débat, je fais partie de ceux qui ont regardé le deuxième débat à TVA puis qui ont fait « Wow! » Qu'il y a eu une espèce de... un réveil de dire « Hey, les fois qu'on a voté ADQ ou que des gens ont voté ADQ, puis un petit peu CAQ, il y avait des bonnes raisons, puis ces raisons-là sont encore là. Des raisons fondamentales de l'existence de la CAQ d'ailleurs, toujours d'actualité. Là. D'ailleurs, ça s'est illustré par le fait que parmi les nombreux comtés que la CAQ a gagnés, il y en a beaucoup d'anciens comtés qui, lors de la vague adéquiste, avaient effectivement élu un député adéquiste. Oui, c'est ça que c'est directement lié. Ils ont fait des gains dans le 4-5-0.
au nord et au sud, ce qui est en soi, écoute, on s'approche de l'île de Montréal, on va peut-être l'assiéger. Puis, qui est complètement rouge, hein, à part les part, 3 c'est députés ça, Québec solidaire. Là. Puis un comté péquiste. Non, le comté péquiste, ça arrive nord. Il est juste dans un petit coin, en me semble. En tout cas. Puis Laval au complet est rouge, je veux dire rouge. Là. L'île au complet est rouge. Et tu sais, c'est une des places justement que, tu sais, enlever les signes religieux dans l'univers réel de la vie de tous les jours d'un Montréalais de l'île de Montréal, c'est que ça fait pas de sens. Ça avait plus d'impact, c'est sûr. Et je pense que le PQ, malheureusement, a peut-être pas vu, malheureusement pour le PQ, là, a peut-être pas vu le grand effet que ça allait avoir sur l'île de Montréal de manière directe. Fait que là, M. Legault reste pour 4 ans. Il dit qu'il est essentiellement le chef de l'opposition officieuse. Et je vous dire oui. C'est un peu vrai dans le contexte oui. de la course à la chefferie qui va se passer pour le PQ. Pour au moins la prochaine année, là, François Legault va avoir, comme disait mon père, va pouvoir prendre du temps de glace. Là, qu'il n'aurait peut-être pas eu dans une situation où le PQ était resté uni et n'avait pas subi une dégelée. Mais d'ailleurs, moi, ce qui m'a fasciné lors de la soirée électorale, parce que je l'ai suivi peut-être plus assidûment que toi à la TV avec mon ordi et tout, puis c'était quand ils ont commencé avec les boîtes de scrutin du vote par anticipation, puis du vote des étudiants dans les cégeps, comment la CAQ ne performait absolument pas. Et ça m'a interrogé en me disant, tu sais, si on prend la peine, puis je sais qu'on n'a pas le choix de laisser le vote par anticipation parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller voter la journée même, puis c'est correct. C'est pour ça que je remets en question. Mais pensons-y 2 secondes. En tant que société, on se dit au début d'une campagne, lorsqu'on fixe la date du vote, on se donne 33 jours, 31 jours, 32 jours, peu importe, pour parler des enjeux, ce qui n'est pas vrai, là, mais c'est ça qu'on se dit, pour en arriver à une journée où là, tout le monde va voter au terme de tout ça. Puis là, finalement, il y a des gens qui, une semaine avant, disent ben moi, de toute façon, c'est sûr, je ne changerai pas d'idée. Et ça a eu une influence parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens dans le vote par anticipation qui ont voté libéral parce qu'au moment où ils sont allés voter, la CAQ n'était pas vraiment une option, mais que s'ils avaient vu, puis c'est comme ça qu'ils avaient fait leur vote, qu'ils avaient décidé de faire leur vote, s'ils avaient vu où la CAQ en était à la fin de la campagne, ils auraient peut-être voté CAQ, ça aurait peut-être fait une différence. Oui, mais en même temps, la CAQ aurait dû faire une meilleure campagne dès le début. Oui, c'est pour ça que je remets en question. Oui, c'est... Tu sais, si on embarque dans la politico-fiction du passé, comme je te parlais tantôt avant l'émission, si la campagne aurait duré juste 2 semaines de plus, peut-être bien que la CAQ aurait dépassé le PQ au niveau du vote. Là. Et en fait, ça m'aurait vraiment pas surpris. Là. Puis, au moins en pourcentage. Au moins parce qu'il n'était pas très loin. Écoute, ils sont à 2%. Là. Je pense qu'on peut aller trouver ce 2%-là quelque part. Là. Et que ça soit au niveau du PQ ou du PLQ, parce que justement, la CAQ a un bassin d'électeurs un petit peu qui est malléable. Mais en fait, d'ailleurs, justement, il y a beaucoup de gens, durant la fin de la campagne, Philippe Couillard disait tout le temps, un vote pour la CAQ, c'est un vote pour le PQ. Or, finalement, la plupart des comtés que la CAQ est allée chercher, aux dépens du PQ. Le deuxième candidat, c'était le candidat péquiste. Donc, ultimement, si la CAQ avait continué à faire des gains, je pense qu'elle aurait tranquillement fait plus de gains au niveau de l'électorat libéral parce que l'électorat péquiste, il l'avait déjà grugé pas mal. Ouais. C'est l'état où le PQ est en ce moment. Là. Et la question de l'année, là, à partir d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le PQ va faire de sa peau? Plusieurs directions disponibles. Est-ce qu'on revient à la social-démocratie, là, la gauche? Est-ce qu'on va vers la droite? Est-ce qu'on tasse notre article 1? Est-ce qu'on le met en article 10? Mais je pense que tu surestimes quand même la profondeur du questionnement qui va se faire au niveau du PQ. Peut-être, puis je veux dire, ça se peut très bien, mais moi, j'inviterais quand même le PQ à se poser des questions. Oui, non, mais attention, là, je veux pas être irrespectueux. Je dis pas que le PQ va pas prendre la peine de réfléchir. Mais je pense qu'il y a quand même eu une certaine performance. On parle quand même de 30 députés. On parle quand même d'un parti qui existe depuis longtemps. C'était ça le problème. Mais quand même, qui a une longue tradition. Donc, ces choses-là viennent assurer une certaine pérennité même dans un contexte de crise, qui fait que ça va peut-être moins profondément les interrogations. Ils ont vécu ça avoir, avec André Boisclair qui sont arrivés 3e. Là. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, le PQ était même pas l'opposition officielle. Tu sais? Et ils sont revenus. Donc là, ils sont encore l'opposition officielle dans la nouvelle. Donc, d'un côté, au niveau du pourcentage, ils n'ont jamais été autant dans le trou. Mais politiquement, ils sont pas nécessairement à zéro. Comme tu dis, là, je veux dire, il y a une... De toute façon, ils ont du temps. On a 4 ans. Puis là, parlons un peu justement les libéraux dans tout ça, parce que crème, ils ont gagné. On va parler du gouvernement qui est en place. Hein, bravo! Philippe Couillard, bon. Fait que là, il y a un gouvernement majoritaire pour 4 ans. Il va se faire un conseil des ministres. Là, il va se dire, bon, premièrement, il y a l'embarras du choix. Il y a 70 personnes. 69.
Et là, la grosse question, c'est est-ce qu'on va pouvoir voir, est-ce qu'il va vraiment faire une cassure avec ce que lui veut faire et ce que John James Shaw aurait fait à l'époque? Est-ce qu'il va ramener des gens de la garde rapprochée? Est-ce qu'il y avait justement quelqu'un qui a fait une caricature cette semaine? Il va-tu appeler l'UPAC, va dire c'est qui que vous avez pas entendu parler dans vos enquêtes? Je vais les. Mais ça, honnêtement, là, même si ce serait absolument pas faisable pour lui de faire ça, parce qu'il n'y a pas le droit. C'est absurde, mais quand même. Mais s'il pouvait le faire, ce serait pas une mauvaise idée. Ça démontrerait justement... Il le fait à l'interne, c'est sûr, en voulant dire écoute, moi là, je veux des gens qui vont fonctionner, puis juste dans l'option du parti, là, il va pas aller se mettre un boulet là, au ministre des Finances. Tu sais, un gars qu'on sait que c'est juste une question de temps avec que quelqu'un dise quelque chose d'horrible à la commission Charbonneau contre lui. Il ne va pas aller le mettre numéro 2. Là. Non, effectivement. C'est sûr que la composition du premier conseil des ministres est toujours très parlante par rapport à l'orientation qu'il va donner au gouvernement. Parce souvent, il y a beaucoup d'idéalisme dans le premier conseil des ministres que tu essaies de faire. Ce qui amène l'exercice politique qui arrivait plus souvent avant qu'on n'avait pas des gouvernements minoritaires, le fameux remaniement de cabinet, qui est souvent sponsorisé, là, tellement c'est comme un événement. C'est un remaniement, c'est une présentation. Puis c'est supposé tout changer. Des fois, ils changent 3-4 personnes de place comme genre, c'est bon, on repart. Mais effectivement, moi, ce que je vais attendre de Philippe Couillard, c'est vraiment, puis il l'a dit, bon maintenant, il l'a dit, puis il a dit beaucoup de choses. Il va le faire. En fait, non, il n'a pas dit tant de choses que ça. Non, c'est peut-être un peu le problème, mais c'est de voir au niveau de la transparence, en fait. C'est comment il va jongler avec les demandes constantes de montrer patte blanche et la nécessité pour lui de quand même mettre en place une machine, la nouvelle machine libérale, tu sais, le nouveau moteur. Il y a comme une espèce de danse à faire entre écouter les allégations, pas faire semblant qu'ils n'existent pas, mais en même temps, pas plier à n'importe quoi, là, parce que à la commission Charbonneau, il y a plein de choses qui sortent, il y a des choses vraiment pas solides. Moi, je pense qu'un des bons exemples de ça, c'était le fameux deal qui avait été relevé par M. Arsenault, qui était essentiellement du vent, là, et qui a eu un effet peut-être anormalement fort ou qui n'aurait peut-être pas dû avoir ce genre d'effet-là. Et il va y en avoir plein de ces affaires-là. Là. On commence. Là. Exact. Il ne faut pas agir toujours nécessairement. Tu sais, on parle souvent de la présomption d'innocence en premier lieu. Quand tu entends quelque chose d'une seule source, faut se garder une gêne. Cela étant dit, une des choses qu'il faudra rester à l'affût, justement parce que la fameuse commission Charbonneau continue, comment Philippe Couillard va-t-il réagir la fois, parce qu'honnêtement, ça va arriver, où un membre de son gouvernement, peut-être pas dans le Conseil des ministres, mais quand même, est officiellement nommé et peut-être pas accusé, mais impliqué clairement dans les enquêtes de la commission Charbonneau. Admettons, 3 personnes différentes disent la même affaire. Il parle de son rôle dans un système de collusion, des choses comme ça. Comment va-t-il réagir? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça, je pense que ça va être très intéressant à voir parce que c'est peut-être là qu'on va voir et la personnalité de Philippe Couillard sur la question de l'intégrité, parce que oui, il a mené une bonne campagne, oui, il a eu l'air d'un chef, d'un premier ministre, mais en même temps, il n'a pas proposé grand-chose et il a effectivement quand même une équipe qui est un peu la même que celle qui a été poussée du pouvoir. Clairement, sans être une pure continuation, ce n'est pas une révolution. On va dire ça de même. Exactement. Et aussi, c'est dans ce moment-là qu'on risque de voir l'influence que un changement à la direction peut avoir sur l'ensemble du parti. Oui. C'est là que ça va être intéressant. Puis, parce que présentement, on n'a pas tellement vu ça avec la ligne de parti avant les élections, avec la situation de Fatima ou de Pépin, qu'on a dit, bon, il me semble que Philippe Couillard n'a peut-être pas nécessairement bien jugé. Puis dans ce cas-là, il y a quand même, là, je veux dire, c'est sûr que ça sort du cadre de ce cas-là, mais ultimement, il a gagné son pari. C'est ce que j'allais dire. Fatima ou de Pépin, en ce moment, elle cherche une job. Puis Mr. Barrett, ben, de toute façon, lui, c'est le fun. Parce qu'il y en a lâché une qui a donné 1,2 million, puis il s'en cherche une autre. Il y a du monde plus chanceux dans la vie que d'autres. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire comme cabinet. Écoute, on est pogné avec. Ben, pogné avec. Soyons positifs. Écoute, donnons la chance au coureur. Et j'ai quand même plus confiance avec lui que j'avais avec Jean Charest. Et je veux dire, OK, c'est pas tant que ça. Tu mets la barre basse un petit en tout cas, pour moi, là. Mais quand même, j'ai plus confiance, entre guillemets, d'y laisser un 4 ans. Et il va y avoir... mais encore là, le Parti libéral du Québec va quand même rester ce qu'il est. Il reste le Parti libéral parce que son statu quo est tellement solide et facile qu'il va rester là. Mais en même temps, tu as la CAQ qui va se dire, bon, c'est quoi la prochaine étape pour avoir plus de votes? Est-ce qu'on attend que le PQ s'aborde? Est-ce qu'on attend que le PQ se pète la gueule encore?
où on avance dans une direction, qu'est-ce qu'on fait de notre peau, qu'est-ce que Legault va faire, parce que je continue à dire que le Legault n'est pas nécessairement... Je ne pense pas que Legault peut amener la CAQ au pouvoir. Je pense pas qu'il y a ce profil-là. Non, je pense que le rôle de François Legault, ça va être d'amener la CAQ à l'opposition officielle. Ouais. Prochaine élection, il va se rendre. Et ça va se faire de façon naturelle et organique pendant qu'ils vont être dans l'opposition officielle. Je pense que c'est probablement le meilleur plan parce que je ne vois pas vraiment... Legault se ferait un excellent bras droit, là, un excellent chevalier dans une situation parlementaire pour quelqu'un d'autre. Et quand il porte, disons, à lui seul le message, je trouve que c'est un peu malhabile, difficile. Quand il dit « Ah, j'ai eu de la difficulté à connecter avec la population », c'est pas juste les lignes que tu disais, c'est aussi toi. Puis ça, faut pas non. Faut pas nier ça. Je ne pense pas qu'il faudrait qu'ils prennent les résultats de lundi passé comme du cash pour on a voté pour François Legault. Même si le slogan était on se donne Legault. On se donne Legault, mais les gens se sont surtout donné la CAQ, pas le Legault. Parlant des chefs des partis, il nous reste quand même à parler de l'autre chef de l'autre parti, la défaite de Mme Marois dans son comté, qui a été la surprise à la soirée. Oui, il y avait eu une surprise. Je m'attendais pas à voir Pauline Marois ne pas être élue dans Charlevoix. Je pense que, comme on en discutait tout à l'heure, par contre, ça a un peu simplifié les choses en ce qui la concerne, parce que c'était évident... Dans le même cas que Jean Charest l'année passée. C'est ça, c'était évident qu'à la suite d'une défaite comme celle que le PQ était en train de vivre, même avant qu'on sache qu'elle avait perdu son propre comté, la voie de la démission était presque inévitable. C'est un peu comme quand on enlève le coach d'une équipe qui perd et qui ne fait pas les séries. Vancouver, Canucks. Non, ils n'ont pas enlevé les autres. Peu importe. Mais ça s'en vient. Mais en même temps, le fait de ne pas avoir été élu dans son propre comté a peut-être venu aussi triste et déplorable que ça puisse être pour elle. Ça l'a peut-être simplifié la décision de dire bon, ben parfait, je laisse pas personne en pan qui a voté pour moi. Ultimement, j'ai pas été élu de toute façon. Puis je pense que c'était la meilleure décision. Elle s'est fait montrer la porte. Quelqu'un l'a sorti. Au niveau local et au niveau provincial. Elle était sortie du building et elle a dit dans le fond, je ne rentrerai pas, là, je vais aller chez nous. Maintenant, il faut éviter de tomber dans l'absence, dans l'irrespectuosité, excusez-moi, par rapport à Pauline Marois, parce qu'au-delà de ce qu'on peut penser de sa performance comme première ministre dans les 18 derniers mois, ou la performance de son parti, puisqu'elle a été beaucoup sanctionnée pour son parti, plus nécessairement que pour les actions qu'elle-même Pauline Marois n'a prises. fait aucune erreur grave d'elle-même, là. À part d'avoir finalement donné le feu vert, puis ça revenait à elle de déclencher les élections. Ce fut essentiellement sa seule erreur. Mais attention, la grosse erreur, mais... il ne faut absolument pas croire que Pauline Marois est la seule. Non, c'est comme je te dis, mais ça reste quand même la personne à la fin qui dit OK. Mais tu sais, justement, à la suite de l'élection, j'écoutais certains analystes qui disaient, qui demandaient, il s'était fait poser la question, est-ce qu'on va reprocher à Pauline Marois d'avoir déclenché les élections justement parce que ça n'a pas eu lieu? Puis il dit, mais tu sais, au moment du déclenchement... À l'exécutif du parti, oui, mais pas à Pauline Marois. Ben c'est ça, au moment du déclenchement, là, je veux dire, il n'y avait personne dans les corridors qui chuchotait dans les coins pour dire que je pense qu'eux autres, ils trouvaient que c'était pas une bonne idée. Non. Tout le monde jubilait. Là. C'est honest mistake. C'est ça. Là. En fait, c'est une erreur de parti. C'est pas une erreur de Pauline Marois. Mais c'est... Et faut en pas même que ça... temps, une erreur de parti, on se remet il y a 2 mois... Puis j'étais le premier à le dire, j'ai comme déclenché les élections, vous avez monté dans les sondages, les 2 autres descendent, comme allez-y. Puis finalement, pif paf. Mais il faudrait pas que ça vienne noircir l'héritage que Pauline Marois, le rôle qu'elle a eu sur la scène politique québécoise. Il ne faut pas le nier. Là, écoute, c'est une grande femme de politique là, qu'on vient de perdre. Là. Perdre. Probablement, là, mais je veux dire, c'est dommage, c'est dommage. Et en même temps, pour Jean Charest, j'avais le même feeling quand il s'est en allé. Je trouvais que c'était triste de voir quelqu'un qui avait fait donner autant de temps à l'État québécois sur différentes formes. Et canadien, dans le cas de Jean Charest aussi. Hein? Oui. S'en aller de cette manière-là. C'est très dur, tu sais. L'électorat est dur, tu sais. Il y a peut-être des gens qui ont peut-être voté justement dans Charlevoix, tu sais. Tous les gens de Charlevoix qui ont voté libéral ou autre chose, qui ont dit « Ah, merde ». L'espèce de... On voulait pas être mean de même avec Pauline tant que ça, tu sais. Mais finalement, c'est ça que ça donne. Et malheureusement, Pauline Marois va prendre le chemin de se joindre au rang croissant d'anciens péquistes qui vont ressortir à l'occasion, soit pour appuyer des décisions pour foutre le bordel au PQ, ou c'est ce genre de déclarations-là qui risque de sortir. Je pense qu'elle pourrait commencer une belle tradition au PQ et fermer sa gueule.
Ce qui pourrait vraiment faire changement, je pense. C'est l'école non Jacques Parizeau, c'est ça? Et non, Bernard Landry aussi. Oui. C'est l'école, en fait, c'est l'école Bouchard. Parce que Bouchard, il sort vraiment de son trou quand c'est grave. Mais vraiment, là. Oui. Lucien Bouchard fait pas des commentaires sur des politiques ou des Puis c'est de moins en moins pour supporter puis soutenir le PQ. Ouais, de toute façon, dire qu'il est péquiste à cette heure serait comme peut-être exagéré, là. En fait, je pense pas qu'on peut considérer Lucien Bouchard. J'avais déjà essayé de faire l'argument avec quelqu'un ou de convaincre quelqu'un, puis ça avait quand même bien été que si Lucien Bouchard se présenterait en politique aujourd'hui, il se présenterait pas pour le PQ. Peut-être qu'il se présenterait pour la CAQ. S'il se présentait... Non. J'allais pas jusque-là. Mais s'il se présentait pour un parti, la seule chose qui le retiendrait d'aller pour la CAQ, peut-être, c'est l'option souverainiste. Puis encore là, je pense que ça ne le retiendrait pas assez. Non, c'est ça. Il trouverait juste que c'est plus logique pour lui. Faut ramener Lucien Bouchard. C'est ça la conclusion de notre podcast cette semaine. C'est il est où Lucien Bouchard? Faut que tu te crées un parti, les LB. Puis on y va, man. On gagne tout. Écoute, moi, tout ce que je veux, c'est du changement. C'est de l'air frais. Comme je te dis, pour conclure, moi, j'ai quand même... la performance de la CAQ, pour moi, ça a été surtout la survivance du tri ou du multipartisme au Québec. Ouais, c'est ce que je retiens un peu de cette élection-là, parce qu'ils auraient très bien pu, à la lumière des sondages, en début de campagne au moins, faire le classique de l'ADQ après son passage à l'opposition officielle, qui a un retour presque à la case départ, qui démolit un parti, en fait. L'ADQ aurait peut-être dû rester, mais il aurait fallu quand même qu'il y ait un grand ménage, parce que tu peux pas te relever d'un swing aussi majeur que ça quand tu es un parti qui est plutôt émergent. Au début de la campagne, on se disait ça va peut-être être tripartite. Dans le milieu de la campagne, on se disait là, ça revient à un bipolarisme épouvantable. Et finalement, même si on a un gouvernement majoritaire, ce qui indique qu'il y a un semi-monopole, il y a vraiment il y a 4 maintenant grosses, selon moi, forces en jeu. Là. Et ça demeure ça. C'est un petit peu, c'est pas vraiment un gros changement, mais quand même, il y a une instabilité politique au Québec. C'est pas pour rien qu'on a 4 partis là, qui a maintenant dans les plus que 10%, on va dire, Québec solidaire, peut-être 10%. Presque, là. D'ailleurs, en parlant de split de vote dans ce genre d'échelle-là, j'ai hâte de voir ce qu'Option nationale va faire avec sa peau. Et moi, je vais le dire bien ouvertement, là, l'argent que j'ai mis en tant que carte de membre pour ça, je pense que j'aimerais mieux que ça aille à Québec solidaire. En voulant dire, si vous faites une fusion, idéalement, c'est ce que j'aimerais parce que je ne... Mais honnêtement, je pense pas qu'Option nationale a le volume pour être un objet de fusion intéressant. Oui, mais, je pense que ça va plus être... Ils vont juste s'effoirer. Oui, mais quand même à l'échelle de quoi qu'on parle. Pas pour le PQ, ni pour les libéraux, là, ni pour la CAQ. Même pour Québec solidaire. Mais à l'échelle de Québec solidaire, c'est quand même pas négligeable le genre de split de vote qui s'est passé. D'ailleurs, dans Tachereau, si ça n'avait pas été d'Option nationale, et je veux pas les blâmer, là, je veux dire, le split de vote, c'est la vie, c'est correct. Mais si les votes qui est allés à ON et qui sont allés à QS auraient été combinés, ça aurait été QS qui aurait rentré à Tachereau. C'est pas... Mais en même temps, quand tu penses à ça, là, c'est pas si illogique que ça. Parce qu'en même temps, dans une marée caquiste et libérale, donc plus de centre-droit, il y a un bastion qui est plus à gauche, c'est Tachereau. Alors maintenant, est-ce que c'est plus représentatif de cette réalité-là que ce soit Québec solidaire qui soit élu ou que ce soit le PQ? Je pense que ça aurait été mieux pour Québec solidaire. Oui. Et c'est la même logique ça que pour... C'est le plateau de C'est l'équivalent. Là. C'est la même chose. C'est ça. S'il y a une place à Québec et ça arrive, c'est là. Et c'est pas arrivé à cause d'Option nationale. Ça illustrerait très bien, tu sais, je veux dire, dans les 2 grandes villes du Québec, il y a un noyau Québec solidaire au centre de la ville, dans les quartiers, qui est logique de penser que de plus en souvent, les gens sont plus social-démocrates, sont plus même plus loin à gauche, redistribution de la richesse et tout ça. Un programme qui est logique, qui est bien mieux illustré comme volonté politique par Québec solidaire, comme volonté de changement. Agnès Maltais, pas contre elle, mais le PQ. Agnès Maltais pourrait très bien un jour se présenter pour Québec solidaire. Ça n'arrivera pas. Impossible. Ça n'arrivera pas à cause de ses allégeances péquistes. Mais quand tu regardes ce qu'elle fait, ses batailles, puis sa contribution, elle n'est pas hors de sa place si c'était à Québec solidaire. Là. C'est ça. Puis pour revenir à Option nationale, tu sais, Option nationale, aux dernières élections, il y avait eu quoi, genre peut-être même plus que 2%. Là, ils sont descendus à 0.8. Ça commence à être bas. Là. Ça commence à être... Et à la dernière élection, Jean-Martin Lestan avait eu des chances non nulles
de gagner son comté. Là. On s'entend, si on se rappelle. Je pense qu'il avait fini 3e, mais il n'avait pas fini 3e à l'infini. Non. Il était dans la course et il n'y a personne d'Option nationale à peu près qui était moindrement réellement dans la course. Là, en fait, je sais qu'à Radio-Can, je pense que j'ai jamais vraiment vu un candidat dans le top 3 dans aucun comté. Donc, je dis pas à Option nationale de se saborder tout ça. Je dis juste que si on peut appliquer une vision un peu plus pragmatique de ce qui se passe en ce moment. Et Québec solidaire est de loin le parti qui est le plus compatible avec les idées de QS. Moi-même, des fois, j'avais de la misère à faire la séparation ou la différence entre les plateformes. En fait, Option nationale, comme dans le Spectrum, tous les autres petits partis après sur les 19 qui étaient inscrits à la liste électorale, c'est des partis qui seraient logiques d'avoir dans une élection à 2 tours. Oui. Qui viendraient représenter des options super différentes les unes des autres, avec des programmes souvent, des fois, très simples, orientés sur une idée, mais une cause que tu veux faire avancer. Tu t'illustres en premier tour, puis après ça, tu ramasses des appuis là-dedans, tu te fais voir, tu fais connaître tes idées, puis après ça, tu te rallies à un des 4, 3, 2. Si on avait un deuxième tour, ça deviendrait plus logique d'avoir juste 2 partis. Si on continue cette logique-là de faire des rassemblements un petit peu de votes qui sont un petit peu limites, le Parti vert embarque dans cette catégorie-là aussi. J'ai l'inclus là-dedans. Oui, mais j'ai revu aussi des statistiques d'analyse de plateforme et Québec solidaire propose le très grand essentiel du Parti vert. Alors, le Parti vert, s'il a vraiment cru qu'un jour il allait prendre le pouvoir, premièrement, il se trompe. Et deuxièmement, il devrait réaliser que nuit à sa cause. Leur fonction de groupe de pression a fonctionné puisqu'il y a maintenant un parti plus gros que lui qui appuie les mêmes choses que lui. Donc, job's done. Oui, et il devrait justement se rallier et s'unir avec les gens de QS. Il n'y a aucune raison pour que des partisans du Parti vert ne se joignent pas à Québec solidaire. Le rêve de société au bout de la ligne se ressemble énormément et c'est vraiment la même logique que j'appuie à ON. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là de ce spectrum-là de la politique devraient réaliser qu'ils ont peut-être trouvé leur champion. Le cheval dans lequel il faut qu'ils mettent leur bête. Et je pense que ça serait bon pour eux de le faire, le bet. Exactement. Écoute, c'est le mot de la fin en ce qui concerne la campagne électorale. Je veux juste amener sur un autre sujet, une nouvelle dans le domaine historique. Je préfère dire historique religieux, plutôt que religieux, mais oui, les deux. Là. La religion historique, on va dire ça de même. À Québec, cette semaine, la semaine passée, ça a été la canonisation des 2 premiers saints de la ville de Québec. Donc oui, exactement. Maintenant, à Québec, on a 2 saints. Saint François de Laval, le premier évêque de la Nouvelle-France, et Sainte Marie de l'Incarnation, la fondatrice des Ursulines de Québec, une école pour filles, puis surtout qui est arrivée vraiment tôt. Oui, c'est le backbone de pas mal d'affaires au Québec. C'est ça, tu sais, je veux dire, en 2008, on a fêté le 400e de la Ville de Québec. En 2014, cette année, on fête le 375e de leur arrivée. Fait que, c'était pas gros quand ils sont arrivés. Mm-hmm. Donc, c'est ça les 2 premiers qui ont été nommés en même temps qu'un autre monsieur, José de Anchieta, je crois, qui était un missionnaire, un apôtre brésilien, qu'on appelle l'apôtre du Brésil. C'est là que c'est vient. Bon. C'est logique. Qui ont été tous les 3 canonisés par le pape François à la suite d'une... C'est une exception, en fait, parce que normalement, il n'y a pas fait de miracle, c'est ça. S'il n'y a pas eu de miracle reconnu, alors finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, oui, mais leur vie entière est un miracle. La notion de prouver un miracle. Là. Mais en fait, non, mais tu sais, le pape François, là, regarde, je suis pas religieux pour Saint-Saëns, le pape demeure quand même une figure importante, de moins en moins, mais importante quand même à l'échelle internationale. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas ça, il y a quand même 1 milliard de catholiques encore sur la planète. Mon point étant que ce pape-là, il est awesome. Je veux dire, depuis une couple d'années, là, tu regardes ce qu'il fait, puis ça, c'est une reconnaissance que, justement, avec les progrès de la science, ça devient de plus en plus ridicule, entre guillemets, de vouloir prouver des miracles. Parce qu'on a de plus en plus de moyens. Il y a 100 ans, il y a des choses qui seraient encore attribuées à des miracles qui, aujourd'hui, pourraient ne pas l'être. Mm-hmm. Alors, à un moment donné, c'est de dire, mais je pense que l'Église a encore besoin d'avoir des cultes. Fait que ce serait bien de continuer à reconnaître les contributions de gens qui sont importants pour les communautés locales. C'est question de les garder. C'est drôle quand on regarde ça dans l'échelle mondiale, à quel point que le Québec a été, jusqu'à tout récemment, là, le gros bastion très concentré du catholicisme en Amérique du Nord. Oui, tout à fait. Non pas en Amérique du Nord, mais plutôt au Canada, le nord de l'Amérique du Nord, parce que le Mexique est catholique beaucoup. Et là, on a une reconnaissance. Ça me surprend en même temps qu'on n'a pas eu cette espèce de petit push-là de « You go boy » avant. Mais en fait, oui, mais c'est plutôt l'inverse. Tu donnes des pushs quand le monde s'éloigne.
pour Mais dire pas- hey, c'est le mais temps de tu peux rester. je sais, mais tu peux le faire de manière préventive. tu Oui, sais. effectivement. Et là, le monde ne sont plus dans les églises. Il y a pas qu'il n'y ait plus de monde dans les églises, mais si peu. Et là, on nous donne 2 scènes en face. Moi, j'aime ça, les 2 scènes en face, c'est correct. Là. Mais, Était facile. hey, il y a tellement de monde qui ont fait des jokes là-dessus C'est là, à sûr. la radio. Là. Alors, Québec a maintenant 2 nouveaux scènes. Puis Excusez. on parle pas des 2 tentes en rond sur le bord du Non, fleuve. là. non, hey, ça va être génial. J'ai tellement Ils hâte sont de là. passer. Ils ont été mis Ben là? oui, ben Ouais, oui. faut que je passe en avant. Passe sur de là. Champlain, mon homme, tu Je vais peux être- pas y manquer. Non, c'est sûr que non. C'est impossible. Ah, j'ai hâte de voir ça. Mais c'est pas faire en tout comme cas, bravo. Bref, oui, c'est ça. Et c'est surtout 2 personnes qui. Bon, honnêtement, là, moi, la langue sur laquelle je lis cette nouvelle-là, c'est l'augmentation du tourisme à Québec. Parce que, Oh, veux ouais. pas, c'est une reconnaissance internationale, Quand même. universelle, entre guillemets, pour l'Église. Et leurs tombeaux sont à Québec. En dans fait, c'est les deux. intergalactique. En fait, comme C'est ça. En fait, reconnaissance. mais qu'on soit ailleurs sur la Terre, ça donne. Eux autres aussi vont être inclus là-dedans. Ouais, tu sais. c'est ça. t'sais. Mais c'est ça, c'est surtout que leurs tombeaux sont à Québec. Un dans la Ok. basilique cathédrale, l'autre à la chapelle des Ursulines. Fait que c'est de là que vient les potentiels pélérinages et le tourisme religieux en général. Fait que, je veux dire, ça peut juste être bon. Là. Mhm. En même temps, nobody cares about it. Tout le monde s'en sert parce qu'on est moins pratiquant, tout ça. Tout à fait. Mais ça n'a rien coûté. Ça n'a rien coûté. Puis maintenant, on va avoir des retombées à propos de ça. Fait quelque part, je pense que c'est une nouvelle que les gens devraient simplement juste être heureux de ça, mais c'est modestement. Je veux dire, juste assez. Comme l'élection. Là. Soyez heureux, mais modestement. Bon, ben c'est ce qui conclut notre épisode cette semaine. Alors écoute, il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter et à souhaiter à nos auditeurs. Bonne semaine. Si vous avez des questions, des commentaires ou des menaces, c'est lesvraiesaffaires@gmail.com. À chaque vendredi, on pose dans les subreddits de Québec et Montréal. Si vous voulez venir nous jaser, c'est là que ça se passe. Puis aussi et surtout, abonnez-vous à notre canal YouTube. Ouais.